C'est l'histoire de Lomé, un pauvre orphelin. Un garçon qui n'avait connu que la faim et la douleur, mais qui n'avait jamais laissé l'amertume envahir son cœur. Un jour, sa gentillesse envers une vieille femme sans défense ouvrit une porte qu'aucune main humaine ne pouvait refermer. Ce qui suivit changea non seulement sa vie, mais aussi la manière dont tout son village comprit la puissance du fait de faire le bien. Reste avec moi, car ce conte africain te rappellera que, parfois, le ciel écoute en silence et récompense d'une manière que personne ne peut expliquer. Le village de Bako était niché entre deux longues étendues de forêt. Le matin, la brume glissait lentement sur les sentiers de terre rouge. À midi, on entendait le bruit des coupe-coupes, des rires lointains et le rythme des pilons. Des palmiers bordaient les fermes, se balançant paresseusement sous le poids de leurs fruits mûrs. C'était un endroit où chacun connaissait le nom de l'autre et où les commérages circulaient plus vite que le vent. La vie y était simple, dure, mais prévisible. Et, pendant longtemps, ce fut tout ce que Lomé connut. Il vivait avec ses parents dans une petite maison en banco, tout au bout du village. Son père, Séna, était un récolteur de vin de palme, un homme aux bras solides et au caractère calme. Il se levait avant l'aube, portant sa corde et sa calebasse, avançant dans la brousse avec une aisance devenue instinctive. Sa mère, Awa, était une femme gracieuse qui cultivait le manioc, l'igname et les légumes. Son rire résonnait comme le bruit de l'eau claire frappant la pierre. Ensemble, ils vivaient une vie pauvre, mais paisible. Chaque soir, ils s'asseyaient devant leur hutte pour regarder le ciel s'assombrir, tandis que leur fils, alors âgé d'environ 6 ans, courait en cercle derrière les sauterelles avec les enfants du village. Il était leur unique enfant, même si leurs mains étaient endurcies par le travail, ils l'élevaient avec tendresse. Un matin, l'air était étrangement immobile. Séna s'était réveillé plus tôt que d'habitude, car il voulait grimper aux 4 derniers palmiers avant que le soleil ne devienne trop brûlant. Awa insista pour l'accompagner, disant qu'elle voulait désherber un petit carré de terre non loin. Ils emportèrent leurs coupe-coupe et leurs cordes, et Lomé, trop petit pour aider mais trop attaché pour rester seul à la maison, courut derrière eux, pieds nus, soulevant un nuage de poussière. La ferme se trouvait à environ 2000, entourée de grands arbres et de broussailles épaisses. Les oiseaux bavardaient bruyamment au-dessus de leur tête pendant que son père grimpait au premier palmier avec aisance, attachant la corde au tronc et s'élevant comme s'il était né pour cela. Lomé observait avec admiration, applaudissant chaque fois que son père versait le vin mousseux dans la calebasse avant de la redescendre doucement. Sa mère riait de son enthousiasme, son pagne noué entre les jambes tandis qu'elle arrachait les mauvaises herbes. C'était un matin paisible, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Au 4e palmier, alors que Séna atteignait la corde, son pied glissa. Le bruit de la chute fut si fort qu'il fit fuir les oiseaux. Awa leva les yeux trop tard. Le corps lourd de son mari s'abattit sur elle. Il n'y eut ni cri ni lutte, seulement un choc sourd, un silence, puis une immobilité soudaine. Lomé resta figé. La calebasse qu'il tenait tomba et se brisa en morceaux. Il ne bougea pas. Ce qu'il voyait n'avait aucun sens. Les 2 personnes qui lui avaient donné la vie gisaient immobiles, leurs visages à moitié couverts de terre. Lorsque les premiers villageois arrivèrent, alertés par les hurlements lointains de l'enfant, il était toujours là, tremblant, les yeux grands ouverts et vides. L'enterrement eut lieu 2 jours plus tard. Les villageois se rassemblèrent sous le grand arbre à Kiala, murmurant combien le destin pouvait être cruel. Les femmes chantaient des complaintes lentes qui se mêlaient au vent. Lomé s'assit au bord du groupe, vêtu d'habits noirs trop grands pour lui. Ses yeux étaient gonflés, mais aucune larme ne venait plus. Il ne comprenait pas tout ce que disaient les adultes, seulement que ses parents étaient partis se reposer. Le soir, lorsque la foule se dispersa et que la fumée des foyers monta dans le ciel qui s'assombrissait, l'enfant fut pris en charge par le frère cadet de son père, l'oncle Tano. « Tu resteras avec nous maintenant », dit Tano d'un ton sec en lui tenant le poignet. Sa femme, Nina, se tenait derrière lui, le visage fermé. Son regard glissa sur l'enfant comme si elle évaluait un fardeau qu'elle n'avait jamais voulu porter. Lomé se retourna une dernière fois pour regarder le monticule de terre rouge qui recouvrait ses parents, mais la main de Tano se serra davantage sur son poignet et le tira en avant. La maison où il entra ce soir-là n'avait rien de commun avec celle de ses parents. Elle sentait le charbon et le ragoût froid. Rien n'y rappelait la chaleur d'un foyer. Dans un coin de la cour, 2 enfants, ses cousins, mangeaient du riz dans des assiettes en émail. Lorsqu'il les salua timidement,
ils ne répondirent pas. À partir de ce jour, la vie de Lomé devint une suite de corvées et de punitions. Avant l'aube, alors que le ciel était encore gris, il se levait pour balayer la cour et laver les assiettes de la veille. Et il marchait jusqu'au ruisseau avec une lourde jarre en argile. Le ruisseau se trouvait à presque 1 mille. Ses pieds nus étaient crevassés à force de marcher sur des pierres coupantes. Et lorsqu'il glissait et renversait ne serait-ce qu'une goutte, Nina le frappait avec un bâton de balai avant même qu'il puisse reprendre son souffle. Il ramassait du bois de chauffe, lavait leurs vêtements, nourrissait les poulets. Parfois, il était si épuisé que ses mains tremblaient lorsqu'il soulevait le pilon, mais Nina ne s'en souciait jamais. Ses cousins, Kumi et Bako, ne faisaient rien. Ils restaient assis sous la véranda, mangeant des mangues, riant, et l'appelant le garçon de maison. Quand des visiteurs arrivaient, Nina leur disait fièrement qu'elle élevait le fils de son défunt beau-frère. Mais dès qu'ils repartaient, elle envoyait laver les assiettes qu'ils avaient utilisées, en marmonnant que les orphelins inutiles venaient manger la nourriture des autres. La nourriture était une autre forme de punition. Quand les autres mangeaient du riz, ils recevaient des haricots. Quand ils avaient de la soupe, on lui donnait de l'igname nature. Certains soirs, il n'avait rien du tout. Il s'allongeait sur sa natte, le ventre brûlant de faim, écoutant les rires venant de la cuisine. Un jour, lorsqu'il demanda à manger après avoir été privé de déjeuner, Nina le gifla si fort qu'il en eut la tête qui tournait. « Tu crois que c'est la maison de ton père ?» lança-t-elle. Son oncle Tano observait de loin, sans rien dire. Le silence faisait plus mal que la gifle. Les jours de pluie, quand tout le monde restait à l'intérieur, on l'envoyait quand même chercher du bois dans la forêt. Le froid lui traversait la peau, mais Nina criait encore « Pourquoi tu trembles ? Tu es fait de papier ?» Parfois, il travaillait tout le matin et tout l'après-midi, seulement pour être réprimandé pour avoir oublié un coin en balayant. Certaines nuits, il s'endormait sur le sol avant de finir ses corvées. Quand Nina le trouvait ainsi, elle lui donnait un coup de pied pour le réveiller. « Paresseux! Tu dormiras quand tu auras terminé. » Une fois, son cousin Kumi renversa de l'huile de palme sur le sol. Nina frappa pourtant Lomé. « Si tu étais utile, ce genre de choses n'arriverait pas, » dit-elle, ignorant ses larmes. Avec le temps, il cessa de se défendre. Les mots n'avaient plus de poids. Il apprit le silence, à hocher la tête même lorsqu'il était victime d'injustice, à avaler sa douleur sans protester. Quand il eut atteint l'âge de 12 ans, Lomé était devenu mince et silencieux. Son dos portait de fines cicatrices de vieux coups. Ses mains étaient rugueuses d'avoir porté tant de bois. Pourtant, ses yeux ne reflétaient aucune haine. Il saluait chaque aîné avec respect, même ceux qui murmuraient à propos de sa malchance. Quand le plus jeune enfant de Nina tomba malade, Lomé resta debout toute la nuit à l'éventer, à changer les linges humides, à murmurer des prières reprises des cantiques qu'il avait entendus autrefois au loin. Personne ne le remercia, mais il n'attendait pas de remerciements. Les rares jours où on l'envoyait au marché, les gens l'appelaient pour lui parler. Certains lui donnaient des fruits abîmés. D'autres disaient « Dieu te récompensera un jour ». Il souriait doucement et acquiesçait. La nuit, quand la cour devenait silencieuse et que seuls les grillons chantaient, Lomé s'allongeait sur sa natte et regardait la lune. Il pensait à ses parents, à la manière dont sa mère chantait en pilant l'igname, à la façon dont le rire de son père résonnait après avoir bu du vin de palme. Les souvenirs faisaient mal, mais c'était tout ce qui lui restait. Parfois, il parlait doucement comme s'il l'écoutait. « Papa, maman, j'essaie. Je ne suis pas devenu comme eux. » Sa voix se brisait souvent. Les larmes venaient lentement, silencieuses, jusqu'à lui faire mal à la poitrine. Il pressait ses paumes contre son visage pour ne pas pleurer trop fort. Au-dessus de lui, le ciel nocturne s'étendait, vaste et silencieux. Le vent frôlait les arbres, glissant sur sa peau comme pour le réconforter. Il ne savait pas que les cieux avaient déjà vu ses larmes. Lorsque Lomé atteignit l'âge de 23 ans, son nom devint un murmure familier dans Bako. Tout le monde le connaissait. Non pas pour la richesse ou le pouvoir, mais pour quelque chose de plus rare. On le connaissait comme le pauvre orphelin qui ne se plaint jamais. Dans un village où les gens trouvaient du plaisir dans les commérages et de la pitié en abondance, l'endurance silencieuse de Lomé avait fini par faire de lui une partie du paysage. Il vivait seul dans une petite hutte en banco, tout au bout du village, derrière un groupe de manguiers qui ombraient son toit.
La hutte avait autrefois appartenu à son défunt oncle, mais après la mort de celui-ci, personne n'avait voulu y vivre. Nina était partie avec ses enfants des années avant que l'oncle ne meure. Seul Lomé habitait là. Il n'avait ni épouse, ni amis proches, ni bien matériel, si ce n'est une natte, une lanterne et 2 pots en argile pour aller chercher de l'eau. Ses journées se ressemblaient, lentes, honnêtes et silencieuses. Il travaillait dans les fermes des autres pour un maigre salaire, dégageait les sentiers de brousse, apportait du bois aux vieilles femmes, et réparait les clôtures en terre que la pluie abîmait. Beaucoup se demandaient comment un jeune homme pouvait vivre ainsi sans amertume. Certains le prenaient en pitié, d'autres se moquaient de lui en cachette. Mais Lomé ne répondait jamais. Un après-midi où le soleil brûlait si fort que même les arbres semblaient fatigués, l'air tremblait, le sable rouge se fendillait sous les pas, et chacun cherchait de l'ombre. Lomé, lui, n'avait pas ce luxe. Il marchait pieds nus le long du sentier étroit menant au ruisseau. Son short usé était couvert de poussière, et il portait sur l'épaule une grande jarre en argile. La jarre était vieille, ébréchée d'un côté, mais elle lui avait servi pendant des années. La sueur coulait librement le long du visage de Lomé, dessinant des traces sombres dans la poussière de sa peau. La chaleur pesait lourdement sur sa poitrine, et tous les quelques pas, il s'arrêtait pour s'essuyer le front du revers de la main. Plus loin, le sentier tournait brusquement autour d'un épais buisson, et au-delà, il pouvait déjà entendre le bavardage des femmes qui lavaient leurs vêtements près de la rivière. Il était à mi-pente lorsqu'il la remarqua. Une vieille femme se tenait au bord du chemin, courbée presque en deux, essayant de soulever une lourde jarre d'eau pour la poser sur sa tête. Ses mains tremblaient en tentant d'équilibrer la charge et ses genoux vacillaient sous son corps frêle. Son pagne était délavé, son foulard défait et humide de sueur. Quelques personnes passèrent à côté d'elle sans s'arrêter. Une femme la regarda même brièvement, marmonna quelque chose au sujet de sorcières et de vieillesse, puis accéléra le pas. Lomé observa la scène un instant. Il ne la connaissait pas. En réalité, il ne l'avait jamais vue. Quelque chose dans sa présence paraissait inhabituel. Elle ne venait pas du village. Ses vêtements étaient différents. Pourtant, lorsqu'elle manqua de tomber, Lomé laissa tomber sa propre jarre et accourut sans réfléchir. « Laissez-moi vous aider, maman, dit-il doucement, prenant la jarre des mains tremblantes avant qu'elle ne puisse protester. La femme poussa un long souffle tremblant de soulagement. Elle hocha lentement la tête, les yeux fatigués mais doux. « Merci, mon fils, murmura-t-elle. Sa voix était faible mais claire. Les gens passent devant moi comme si je n'existais pas. Que Dieu voie ton cœur. Lomé plaça la jarre sur son épaule. Ne vous inquiétez pas, maman. Je vais la porter jusqu'à votre maison. Elle le regarda un long moment avant de pointer la direction du bout du chemin. Ce n'est pas loin, mon fils. Juste au bord de la forêt. La direction le fit hésiter. La forêt était dense et évitée par la plupart des villageois. Il croyait que des choses étranges y vivaient, des esprits, des ombres, et des voix qui appelaient les noms la nuit. Mais Lomé n'y pensa pas. Il hocha la tête, ajusta la jarre et la suivit en silence. La marche dura plus longtemps qu'il ne l'imaginait. Le soleil était descendu légèrement, peignant le chemin de lignes dorées. Les bruits du village s'évanouirent. Plus de bavardage, plus de sons de pilons, plus de rires. Seulement le bourdonnement des insectes et le craquement des feuilles sèches sous leurs pas. Plus ils avançaient, plus tout devenait silencieux, jusqu'à ce que même les oiseaux cessent de chanter. Le seul bruit restant était la respiration régulière de Lomé et le toc lent du bâton de la vieille femme. Une ou deux fois, il leva les yeux, se demandant combien de distance il restait. Mais la vieille ne faisait que sourire et dire « Nous y sommes presque. » Enfin, ils atteignirent une petite clairière. Sa hutte se tenait là, petite, ronde, bâtie de vieilles briques de terre assombries par le temps. Un tabouret cassé se trouvait devant, près d'un tas de bois. Une fumée ténue montait d'un foyer en argile, et une natte était soigneusement roulée près de la porte. C'était le genre d'endroit que personne n'aurait remarqué, caché profondément dans les arbres. Lomé posa doucement la jarre à côté de la hutte et recula. « Voici, maman, dit-il en s'essuyant le visage avec sa manche. Vous devriez vous reposer maintenant. Ou bien, voulez-vous que je fasse autre chose pour vous ? » La vieille hocha la tête. « Tu es bon, dit-elle, ses yeux fixés sur lui avec une intensité qui le mit légèrement mal à l'aise.
Son regard n'était pas ordinaire. Il était calme, stable, et profond. Elle le regardait comme si elle avait déjà vu sa vie entière, les années de douleur cachées derrière ses yeux tranquilles. « Assieds-toi, mon fils, dit-elle doucement. Lomé hésita. « Maman, je devrais rentrer. »« Assieds-toi, répéta-t-elle, mais plus doucement encore. » Et pour une raison qu'il ne comprenait pas lui-même, il obéit. L'air autour d'eux semblait différent maintenant. Le vent avait changé. Les feuilles frémirent une fois, puis se figèrent, comme si le monde s'était arrêté pour écouter. La vieille s'avança lentement vers lui et posa sa main sur son épaule. Sa paume était chaude mais légère. « Tu es un bon garçon, » dit-elle calmement. Beaucoup voient la vieillesse et détournent le regard. Pas toi. Lomé baissa les yeux, timide. Ce n'est rien, maman. Vous aviez besoin d'aide. Elle sourit, un sourire petit et fatigué qui accentua les rides de son visage. Rien de ce que l'on fait d'un cœur pur n'est jamais rien. Elle fit une pause, regardant au-delà de lui vers les arbres. Puis son expression changea légèrement, plus douce, mais plus profonde. « Mets-toi à genoux, mon fils, dit-elle. Lomé fronça les sourcils, surpris. « Maman ?» À genoux, répéta-t-elle doucement. Sa voix avait une autorité qui ne correspondait pas à son corps fragile. Le ciel se souvient de la bonté. Il hésita seulement un instant avant de s'agenouiller sur le sol poussiéreux. La femme posa ses deux mains sur sa tête. Ses doigts étaient légers, mais fermes. Et lorsqu'elle parla de nouveau, sa voix sembla porter bien au-delà de la clairière. « Mon fils, dit-elle lentement. Tu as souffert et tu n'as jamais maudit ta douleur. On t'a fait du tort, mais ton cœur est resté pur. Tu as eu faim, mais tes mains sont restées ouvertes. Les gens comme toi sont rares. Le monde les oublie, mais le ciel ne les oublie pas. » Lomé gardait les yeux fermés. Il ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire, mais quelque chose dans son ton fit taire toutes les questions qui se formaient dans son esprit. Elle continua. Beaucoup réussiront des épreuves de force et échoueront à l'épreuve de la bonté. Mais toi, Lomé, tu as réussi les deux. À partir d'aujourd'hui, que la terre que tu foules se souvienne de ton nom. Que la faim ne visite plus jamais ta maison. Que tes mains trouvent l'abondance, mais que ton cœur ne perde jamais sa douceur. Et à ces mots, le monde autour d'eux devint complètement immobile. Le soir suivant arriva avec un calme plus lourd que d'habitude. L'air était encore chaud du soleil de l'après-midi, et le ciel portait cette lueur orange pâle qui apparaît juste avant le crépuscule. Lomé avait passé la majeure partie de la journée agitée, incapable de se concentrer sur ses tâches. Le souvenir de la vieille femme s'attardait dans son esprit, sa voix, son étrange tranquillité, et la manière dont l'air autour de sa hutte s'était figé lorsqu'elle parlait. Il avait aidé beaucoup de personnes auparavant, mais quelque chose en elle était différent. Ce n'était pas seulement de la gratitude qu'il avait vue dans ses yeux. C'était comme si elle savait plus de choses sur lui que n'importe qui d'autre. Il tenta de chasser cette idée, se disant qu'il imaginait tout. Mais au soir, il ne put résister au besoin de retourner la voir. Il remplit sa petite calebasse d'eau, se lava le visage et emprunta le même sentier étroit qui menait vers la forêt. Le sol était doux sous ses pieds nus, et l'odeur de poussière du soir se mêlait au parfum lointain des feuilles de palmier brûlées dans des concessions éloignées. Lorsqu'il atteignit la lisière de la forêt, la lumière déclinait. Les arbres semblaient plus hauts dans la lueur mourante, leurs ombres s'étirant sur le chemin. Il avançait lentement, reconnaissant le même tournant où il avait aperçu la femme pour la première fois, luttant avec sa marmite. Mais en approchant de la clairière, ses pas hésitèrent. Quelque chose n'allait pas. Le chemin menant à sa hutte paraissait plus silencieux que la veille. Aucun chant d'oiseaux au loin. Aucun souffle de vent dans les feuilles. Aucun bourdonnement d'insectes. Juste un silence épais et anormal. Il accéléra. En quelques minutes, il atteignit l'endroit exact où sa hutte se trouvait la veille, et s'arrêta net. La clairière était vide. La hutte avait disparu. Le tabouret près du feu, le tas de bois, la natte roulée, tout s'était volatilisé. Le sol paraissait fraîchement balayé, lisse et intact, comme si personne n'y avait jamais vécu. Lomé cligna plusieurs fois des yeux, le cœur battant. Il fit le tour de la clairière, cherchant la moindre trace, une empreinte, des cendres, quoi que ce soit.
Mais il n'y avait rien, pas même la marque où les pierres du foyer avaient reposé. Il resta immobile un long moment, confus et mal à l'aise. « Maman » appela-t-il doucement, la voix incertaine. N'obtenant aucune réponse, il appela de nouveau, plus fort. « Maman, c'est moi, Lomé. » Sa voix résonna faiblement entre les arbres avant de s'éteindre. Le silence de la forêt sembla se refermer sur lui. Il essaya encore, appelant son nom et tournant en rond. Il fouilla derrière les arbres, regarda en bas de la petite pente près du ruisseau, alla même jusqu'à écarter des buissons, mais elle était introuvable. Il commençait à sentir la première piqûre de la peur. La forêt, qui paraissait si ordinaire la veille, semblait maintenant vivante d'une manière qui fit frissonner la peau de Lomé. Chaque froissement de feuilles ressemblait à des pas. Chaque murmure du vent donnait l'impression d'un souffle près de son oreille. Il voulait partir, mais quelque chose le retenait. Une légère traction dans sa poitrine, le même sentiment qu'il avait ressenti lorsqu'il l'avait rencontré pour la première fois. Puis, derrière lui, une voix calme et résonnante prononça son nom. Lomé. Il se figea. La voix était inconfondable. C'était la sienne. Elle n'était pas forte, mais elle remplissait toute la clairière. Douce et profonde à la fois, comme si elle venait de partout en même temps. Sa poitrine se serra. Il se retourna brusquement, les yeux scrutant les arbres, mais il n'y avait personne. Lomé, appela encore la voix. N'aie pas peur. Ses jambes devinrent faibles. Maman, murmura-t-il. Où es-tu? Je suis là-haut. La gentillesse est retenue en mémoire, répondit la voix, toujours calme, toujours résonnante dans toutes les directions. Tu es venu vers moi avec un cœur pur alors que d'autres se détournaient. Tu n'as pas demandé de récompense. Tu n'as pas vanté ta bonté. Pour cela, le ciel t'a reconnu. Lomé déglutit avec difficulté. L'air avait de nouveau changé, frais maintenant, presque froid, et les arbres semblaient osciller sans vent. Son souffle devint court, et son cœur battait si fort qu'il semblait cogner dans ses oreilles. Je ne comprends pas, dit-il d'une voix à peine stable. Tu n'as pas besoin de comprendre, poursuivit la voix. Tu as seulement besoin de croire. Rentre chez toi, mon fils. Dans ta chambre, tu trouveras la même jarre d'argile que tu m'as aidé à porter. À l'intérieur, tu verras une grande quantité de cauris. Chaque fois que tu auras besoin d'argent, n'importe quel montant, regarde dans cette jarre et tu le trouveras. Mais souviens-toi de ceci, ne dis jamais à personne la source de ta richesse. La jarre est invisible aux yeux des autres. Toi seul peux la voir. Garde ton cœur pur et elle ne te trahira jamais. Pendant un instant, tout redevint complètement silencieux. Puis une brise légère traversa les arbres, douce mais assurée, et les feuilles frémirent comme si elles saluaient quelque chose d'invisible. Lomé resta figé, les mains légèrement tremblantes. Sa bouche était sèche, et son corps paraissait léger, suspendu entre la peur et l'émerveillement. Il s'agenouilla lentement, non parce qu'on le lui avait demandé, mais parce que quelque chose en lui l'exigeait. L'air autour de lui était maintenant frais, et l'odeur de terre humide était forte et pure. La voix ne revint pas, mais il sentit encore sa présence tout près, attentive. Pendant quelques instants, il resta à genoux, la tête inclinée, les yeux fermés, jusqu'à ce que la forêt semble redevenir normale. Les grillons recommencèrent à chanter. Le léger bourdonnement des insectes revint. Comme si rien ne s'était passé. Il se releva, les jambes tremblantes, et sans se retourner, il se mit à courir. Il ne pensa pas à l'endroit où ses pieds se posaient, ni à la vitesse à laquelle il avançait. Il courait simplement. Le chemin du retour lui sembla plus long que d'habitude, les ombres des arbres s'allongeant dans la lumière déclinante. Les branches griffaient ses bras au passage et son souffle devenait rapide et irrégulier. Quand la lisière de la forêt déboucha enfin sur un terrain dégagé, il ne s'arrêta pas avant d'atteindre son habitation. Sa poitrine brûlait d'avoir couru. Il poussa la porte en bois de sa hutte et se figea. Là, dans un coin de la petite pièce, se trouvait la même jarre d'argile, celle qu'il avait aidé la vieille femme à porter, mais elle avait maintenant un aspect différent. Elle était propre, lisse, et dégageait une légère lueur dans la lumière faible de la petite lampe à huile. Le souffle de Lomé se coupa. Il fit un pas en avant, le cœur battant si fort qu'il en entendait les pulsations. La lueur n'était pas brillante,
juste une douce radiance chaleureuse, presque vivante. Il hésita avant de s'agenouiller à côté d'elle. Ses mains tremblaient lorsqu'il toucha le rebord. Elle était chaude, presque comme si elle respirait. Il se pencha et regarda à l'intérieur. Ce qu'il vit le laissa sans voix. La jarre était remplie de kauris, non pas une poignée, mais une quantité innombrable, scintillant doucement sous la lumière de la lampe. Il y plongea la main et en sortit quelques-uns, mais d'autres semblaient apparaître au-dessous, comme si la jarre n'avait pas de fond. Ses mains tremblaient tandis qu'il les observait. Il laissa retomber les kauris dans la jarre et recula lentement, toujours en la fixant. Un frisson le traversa, mais ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de plus proche de l'incrédulité. Il resta là longtemps, à regarder la faible lumière danser sur la surface de la jarre, sans savoir s'il devait rire, pleurer ou s'enfuir. Cette nuit-là, Lomé ne put pas dormir. Après cette étrange nuit dans la forêt, la vie de Lomé commença à changer doucement. Chaque matin, en se réveillant, ses yeux se tournaient vers la jarre d'argile, posée dans un coin de sa petite hutte, toujours remplie de la même quantité infinie de kauris. Ce n'était plus un rêve pour lui. Les mots de la femme résonnaient en lui chaque fois qu'il la regardait. Chaque fois que tu auras besoin d'argent, n'importe quel montant, regarde dans cette jarre, et tu le trouveras. Les kauris ne diminuaient jamais. Chaque fois qu'il en prenait, la quantité restante paraissait identique. La première fois qu'il décida de les utiliser, il se contenta d'aller dans le coin, de prendre une poignée de kauris et de les attacher dans son pagne. Il ne demanda rien. Il prit simplement ce qui était là, se rappelant qu'elle avait dit qu'il aurait toujours assez. Il utilisa les kauris pour acheter des paniers d'igname, de l'huile de palme et du poisson fumé au marché du village voisin. Avec cela, il commença un petit commerce, vendant aux cultivateurs et aux voyageurs qui passaient par la région. Le profit était bon, mais Lomé n'y toucha pas. Il économisait tout soigneusement dans des calebasses et enveloppait des kauris dans de petits tissus qu'il cachait sous sa natte. Chaque fois qu'il voulait acheter de nouvelles marchandises, il retournait simplement à la jarre, prenait davantage de kauris et continuait à commercer. Avec le temps, son commerce devint plus grand qu'il ne l'avait prévu. La jarre lui donnait assez pour commercer en grande quantité, 20 paniers d'igname, 5 jarres d'huile de palme, des sacs de piment et de la viande séchée. Il engagea de jeunes garçons pour l'aider à transporter ses marchandises vers les marchés voisins. Son nom commença à se répandre dans les villages alentours. On parlait du pauvre orphelin d'autrefois qui achetait maintenant des marchandises en gros sans emprunter. Pourtant, personne ne pouvait expliquer d'où venait son capital. Certains disaient qu'il avait trouvé un trésor enterré par son défunt père. D'autres disaient qu'il avait simplement eu de la chance. Lomé ignorait toutes les rumeurs. Il restait concentré, patient et discipliné. Après quelques années, il s'étendit au-delà des produits alimentaires. Il commença à vendre de beaux vêtements rapportés par des voyageurs, puis de l'or et des diamants que transportaient des marchands venant de la côte occidentale. À cette époque, l'or et les pierres précieuses étaient transportés à pied par des commerçants qui les cachaient dans des sacs en peau de chèvre, et seuls des hommes de confiance pouvaient acheter auprès d'eux. Lomé devint l'un de ces rares hommes. Il payait honnêtement, ne trompait jamais personne, et sa réputation grandissait. En quelques saisons, il devint l'un des commerçants les plus riches de toute la région. Pourtant, il vivait toujours simplement. Plus sa richesse augmentait, plus il devenait humble. Il ne se construisit pas d'enceinte autour de lui et ne se vantait jamais en public. Il allait encore parfois à la ferme pour aider les vieux hommes à arracher l'igname, et il transportait toujours du bois de chauffe pour les veuves. Mais, discrètement, il commença à utiliser son argent pour les autres. Il achetait de la nourriture pour les orphelins et la déposait sur leur seuil la nuit. Il répara le toit du petit abri où les voyageurs dormaient pendant la saison des pluies. Il participa à la reconstruction de la place du marché qui avait été abandonnée. Avec le temps, sa maison changea également. La petite hutte en terre où il vivait autrefois fut démolie. À sa place, il construisit un grand concession qui devint la fierté d'Acuret. Elle était entièrement faite d'argile rouge lisse et décorée de motifs sculptés qui brillaient sous le soleil. Les murs étaient solides, robustes et soigneusement polis avec un mélange de terre et d'huile de palme, leur donnant une couleur profonde. Chaque entrée était marquée de dessins peints à la main, des images d'arbres, d'animaux et de calebasses réalisées par des artisans talentueux des villages voisins.
La concession comptait 4 grandes pièces reliées par un long couloir, une vaste cour au centre et une petite cuisine ouverte sur le côté. À une extrémité se trouvait un entrepôt pour ses marchandises, et à l'autre une hutte de repos pour accueillir les visiteurs. Des gens venaient d'autres villages uniquement pour admirer la construction. Il n'y avait rien de semblable dans les environs. Les villageois commencèrent à dire que la concession de Lomé était la preuve que la patience pouvait vaincre la pauvreté. Son statut dans le village grandit, mais cela ne le changea pas. Il saluait toujours les anciens en premier. Il refusait que quiconque l'appelle chef ou maître. Il insistait pour être traité comme n'importe quel autre homme. Quand les gens cherchaient à savoir comment il avait pu accumuler autant de richesses, il souriait et disait, « Lorsqu'un homme plante de bonnes graines, la pluie les trouve toujours. » Son humilité fit taire même les envieux. Ceux qui autrefois se moquaient de lui le louaient maintenant ouvertement, prétendant avoir toujours cru en lui. Mais Lomé se rappelait tout, les jours de faim, les insultes et la solitude. Et il choisit le pardon plutôt que l'orgueil. Les années passèrent, et le nom de Lomé devint presque légendaire à travers Akuret et les villages voisins. Les gens ne se souvenaient plus de lui comme du pauvre orphelin qui portait de l'eau pour les autres. À présent, ils prononçaient son nom avec un mélange de respect et de curiosité. Mais les murmures continuaient. Certains disaient que sa richesse ne pouvait pas être naturelle. D'autres affirmaient qu'il était allé dans la forêt pour conclure un pacte avec des esprits. D'autres encore prétendaient qu'il avait trouvé la cachette des dieux. Certaines nuits, des gens se glissaient silencieusement jusqu'à sa concession, espérant voir quelque chose d'étrange. Quelques-uns essayaient même d'épier par les fenêtres, mais chaque fois, ils ne voyaient rien, seulement l'obscurité et le silence. Personne ne vit jamais la jarre en argile. Les paroles de la vieille femme s'étaient réalisées. Elle demeurait invisible pour tous, sauf pour lui. Cependant, les rumeurs s'étendirent encore. Un soir, alors que Lomé était assis dehors sous la lumière de la lune, un visiteur inattendu arriva à son portail. C'était Fumi, la femme de son défunt oncle. Elle était bien plus âgée désormais, le dos courbé, le visage ridé par des années de difficultés. Son pagne était déchiré et ses pieds couverts de poussière. Dès que Lomé la vit, il se leva lentement, les souvenirs de son enfance traversant son esprit, les coups, la faim, les nuits passées à pleurer sur le sol. Mais la femme qui se tenait devant lui n'avait plus rien de fier ni de cruel. Elle semblait épuisée. Elle le salua avec des mains tremblantes. « Lomé, dit-elle doucement. J'ai appris ce que tu es devenu. Tu es un grand homme maintenant. Je suis venu te demander pardon. » Sa voix se brisa et ses yeux se remplirent de larmes. La vie ne m'a pas épargné. Mes enfants sont partis. Je n'ai plus rien. Pardonne-moi pour la manière dont je t'ai traité. J'ai été folle et sans cœur. Lomé la regarda longuement. La douleur du passé remua en lui, mais n'endurcit pas son cœur. Il lui fit signe de s'asseoir sur le banc en bois de sa cour. « Tu n'as pas besoin de t'agenouiller, Mama, dit-il calmement. Assieds-toi et repose-toi. » Elle obéit, essuyant ses yeux. Ils restèrent un moment silencieux. Le seul son était le crissement des grillons à l'extérieur de la concession. Enfin, Lomé parla. « Je t'ai pardonné depuis longtemps, dit-il. Si je ne l'avais pas fait, je serais encore le même garçon que tu battais autrefois parce qu'il avait mangé tard. Tu m'as appris ce que la cruauté fait ressentir. Mais mes parents m'ont appris ce que signifie la gentillesse. Alors j'ai choisi de suivre leur chemin, pas le tien. » Fumi baissa la tête, honteuse. Il se leva, entra dans la maison et revint avec une petite bourse en cuir remplie de cauris. Il la plaça doucement dans ses mains. « Utilise cela pour commencer un commerce, dit-il. Achète de l'huile de palme ou de l'igname. Sache seulement qu'il ne coûte pas grand-chose d'être bon envers ceux qui n'ont rien. Si tu l'avais su plus tôt, ta vie aurait été différente. » La femme éclata en sanglots, serrant la bourse contre sa poitrine. « Merci, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Que Dieu te bénisse, mon fils. » Lomé hocha légèrement la tête et la regarda s'éloigner dans la nuit, sa silhouette diminuant peu à peu dans le lointain. Le lendemain matin, Lomé se rendit aux abords du village, là où ses parents étaient enterrés. La tombe reposait sous 2 grands arbres qui avaient poussé au fil des années, leurs racines s'étendant sur le sol comme des bras protégeant ceux qui se trouvaient dessous. Il s'agenouilla devant les monticules,
balaya les feuilles sèches et nettoya la terre avec ses mains. L'air était calme et frais, portant le léger chant des oiseaux venant du bosquet voisin. « Papa, maman, dit-il doucement. Je suis venu vous remercier. » Sa voix trembla, mais il continua. « Vous m'avez élevé dans la bonté, même quand le monde ne l'était pas. Vous m'avez appris à ne jamais rendre le mal pour le mal. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez planté en moi. » Il resta là longtemps, leur parlant comme s'il pouvait entendre chaque mot. Il leur raconta sa maison, son commerce et les gens qui l'avaient aidé. « J'espère que je vous ai rendu fier, murmura-t-il finalement, les yeux humides. Puis il inclina la tête en silence. Le vent se leva légèrement, faisant danser les feuilles au-dessus de lui. Pendant un instant, il crut entendre un son très faible, comme le rire doux d'une femme portée par la brise, mais il ne dit rien. Il se contenta de sourire. Quand il rentra chez lui ce soir-là, le village était calme. Il marcha dans les sentiers poussiéreux, saluant chacun d'un sourire chaleureux. Dans son cœur régnait la paix. Non pas la paix qui vient de la richesse, mais celle qui naît de la gratitude. Cette nuit-là, il s'assit dans sa chambre comme il le faisait toujours. La petite jarre d'argile reposait silencieusement dans un coin. Sa lueur était faible, constante et chaleureuse. Il la regarda et hocha la tête, comme pour saluer un ami. Puis il s'allongea sur sa natte, les mains croisées, et murmura des mots de reconnaissance à la vieille femme. Les câlins spéciaux d'aujourd'hui vont à Amina de Colombie, Jomo de Jamaïque, Lina de Géorgie aux États-Unis, Kofi du Nigeria et Chanda de Zambie. Que tous vos bons rêves se réalisent. Dis-moi d'où tu regardes dans les commentaires pour que je t'envoie un câlin spécial dans ma prochaine histoire. Et si tu aimes et laisses un commentaire sur cette histoire, ta semaine sera aussi féconde qu'une vigne.